Voilà, mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver une fois de plus pour ce webpress qui reçoit les compétences et les intelligences de mon pays pour qu'ensemble nous puissions débattre des temps forts de l'actualité. Et comme vous le savez, l'actualité en RDC est basée aujourd'hui sur l'Est de la République démocratique du Congo. Tout le regard est sur Béni. Aujourd'hui, Béni est devenue la ville martyre. Et d'ailleurs, hier, j'ai discuté avec mon mari. Je lui ai dit, eh bien, c'est plus Kisangani qui est la ville martyre. Aujourd'hui, c'est Béni. Et alors, je suis avec Edmond Izouba, RTVS 1. Bonjour Edmond. Bonjour Paulette, et j'ai dit également un grand bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette tranche. Je vous remercie également pour l'invitation. Merci, je suis avec une intelligence, une lumière. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein. Entre nos journalistes, on se jette de fleurs et je ne rate jamais une de ces émissions. Et bien, c'est Luc Mikomo Kabonga, très heureuse de le recevoir. Bonjour Paulette. Et bonjour à tous les confrères ainsi qu'aux téléspectateurs. Voilà. Je vais terminer avec Faïniko de Top Media, très heureuse de vous recevoir. Lui, il parle toujours au nom du peuple. Aujourd'hui, nous allons encore avoir le son du peuple, si le peuple l'a mandaté. Le vrai son. C'est une boutade pour commencer, bien que nous sommes vraiment très tristes. Luc Mikomo Kabonga, je sais que vous avez vu les images avec nous, les images des morts une fois de plus de Béni le week-end dernier, et même toute l'actualité internationale aujourd'hui, et vraiment France 24, TV5 et même ailleurs RFI, c'est Béni, Béni, Béni. Qu'est-ce qui se passe à Béni? Est-ce que vous avez une idée de la situation? Ça perdure, ça fait plus ou moins 4 ans selon la société civile, plus de 2000 morts selon la société civile de Béni. Qu'est-ce qui se passe à Béni? Ce qui se passe à Béni, selon mon humble regard, c'est que ceux qui ont la responsabilité d'instaurer la paix, la sécurité, l'ordre à Béni, n'ont pas jusqu'à ce jour, me semble-t-il, prélevé la vraie température, posé le vrai diagnostic et proposé la vraie solution. Vous dites 4 ans. C'est tout un mandat aux États-Unis d'Amérique. À Béni, c'est des mouvements de rébellion récurrents. Et, me semble-t-il, la stratégie que nous mettons sur pied pour contrer, au moins pour réduire et faire taire tous ces mouvements-là, n'est pas jusqu'à présent la bonne, parce que n'ayant pas donné des résultats idoines attendus par tous. Mais la lecture que chacun fait de ce qui se passe à Goma, elle est à la fois croisée et parallèle. Croisée, pourquoi? Parce que tout le monde convient qu'il y a une force non autrement identifiée qui frappe et qui fait des morts. De morts en dizaines, de morts en centaines. Si on prend les 4 ans, c'est en des milliers de morts. Donc, la stratégie, comme dirait l'autre, la mayonnaise stratégique n'a pas encore pris. Parallèle parce que il y a plusieurs grilles de lecture par rapport à ce qui se passe. On est tous d'accord que cette force du mal frappe et fait des morts, mais comment nous interprétons ce qui arrive à Béni? D'aucuns, vous avez entendu certainement, parlent des forces terroristes, des djihadistes. Donc, ceux qui parlent des djihadistes font de la République démocratique du Congo une république comme les Kenyans, les Nigérias, le Cameroun, j'en passe et de meilleurs. Mais d'autres disent que non, il ne s'agit pas des djihadistes, il s'agit des fauteurs de troubles. Et donc, nous n'avons pas trouvé la vraie solution pour les réduire. Alors, une chose, je crois que c'est très capital, pardon, je vous en prie. Pour ceux qui disent que ce sont des djihadistes, on va revenir au mot, hein. On va vraiment. Je vous en prie. Je vous en prie. Je prends Edmond Izouba, nous sommes entre nous journalistes, donc journalistes, c'est les mots, les poids des mots. Chaque mot a un poids, chaque mot a une vie. Nous avons suivi le ministre de la Communication qui a, comme l'a dit
mon frère Luc Nikomo parlait des djihadistes. Et aujourd'hui, dans le monde, quand on parle djihadiste, on voit directement terroristes, islamistes, tueries, morts et dégâts. Et ces djihadistes, de par le monde, ont des revendications. Chaque fois qu'ils tuent, ils revendiquent, ils disent nous avons tué, c'est nous qui avons tué, parce que. Est-ce que si en RDC, sont-ils réellement les djihadistes et quelles sont les revendications? Vous êtes journaliste de terrain. Quelles sont les revendications? Parce que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a revendiqué ces attentats, ni les ADF Nalou, qu'on qualifie de djihadistes. Est-ce qu'il y a-t-il des préoccupations? Qu'est-ce qu'ils veulent pour la RDC? Est-ce que la RDC combat comme le Kenya par rapport à la Somalie, parce que là-bas il y a des chebabs? Est-ce que nous sommes quelque part où ces djihadistes se sentent menacés et ils viennent aujourd'hui se venger contre la population civile? Non, moi j'estime que c'est une guerre asymétrique, comme le président de la République l'a déjà déclaré. C'était devant l'Assemblée nationale. On parle à ces Congolais lambda. Quand on dit guerre asymétrique, ça veut dire quoi? Alors ce n'est pas une guerre bien organisée où le gouvernement fait face à une rébellion qui revendique une action ou un territoire donné. Ici, nous faisons face à des spéculations. À des spéculations tout simplement parce que nous avons appris, même le membre de la société civile de cette province a parlé de guerre ethnique. Après le temps, quelques temps passés, nous apprenons en menant des hypothèses, voilà, c'est du djihad ou soit de terrorisme. Madame, si c'était les djihadistes, vous connaissez bien le mode opératoire des djihadistes. Les djihadistes, aujourd'hui, c'est un dogme, c'est une doctrine. Quand ils revendiquent, nous connaissons tous leur cause, mais nous faisons face à une impuissance militaire qu'il faut le reconnaître, parce que depuis que le territoire de Beni a été rendu ingouvernable, le gouvernement n'a pas su bien répliquer par rapport à... Pourtant, les autorités de la République sont là, sont présentes. Il y a même le Conseil de sécurité, réunion de sécurité à Beni. Comment c'est ingouvernable la ville de Beni? Non, ce sont des faux fuyants, tout simplement, parce que le rebelle... parlons même des ex-ADF Nalou, ils se sont focalisés dans un seul territoire qui n'est pas égal, le territoire de Beni bien sûr, qui n'est pas égal à la province. Si c'était toute une province, on allait comprendre. Mais le fait qu'ils soient focalisés dans un seul territoire et qu'ils tuent chaque jour, et qui de l'autre côté, le gouvernement provincial, ou je dirais même le gouvernement central, parce que le président de la République fait des tours là-bas. J'ai même appris le gouverneur de la province à délocaliser son siège à Goma pour aller habiter à Iringeti à l'époque, quand cette entité avait pris plus d'ampleur. Mais il n'y a pas encore des solutions idoines. Alors que faire? C'est l'impuissance de notre gouvernement qui fait souffrir la population. Pourquoi je parle de l'impuissance? Parce que notre gouvernement ne prend pas de bonnes décisions, ou soit n'adopte pas de meilleures stratégies pour répliquer par rapport à... récupérer certaines zones, certains postes. Ils le récupèrent, mais qu'est-ce qu'ils en font après? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour cette armée? Qu'est-ce que le gouvernement donne comme ration à ces militaires, à nos vaillants combattants qui sont au front, qui défendent nos frontières? Rien du tout. Allez vérifier combien touche un militaire au front. Vous aurez froid au dos, madame. Alors, il faut changer de stratégie. Il faut adopter des stratégies qui gagnent pour essayer d'inhiber ces rebelles qui se trouvent focalisés dans un seul coin du pays, qui en réalité n'arrivent même pas à Goma. Vraiment de manière sporadique que nous apprenons. À Goma, il y a eu des tensions, mais ils sont toujours à Beni. Ça fait plus de 4 ans, le gouvernement n'arrive pas à mettre des stratégies idoines pour protéger des populations civiles qui résident dans ce coin du pays. Merci Edmond Zouba. Les mots, moi je reviens sur les poids des mots. Le ministre n'a pas mâché ses mots, il a dit que ce sont des djihadistes qui opèrent en République démocratique du Congo. Et il a demandé, d'ailleurs, il a dit, quand il s'agit du Mali, la communauté internationale vient vite. Quand il s'agit de la France, on aide. Quand il s'agit d'ailleurs, pourquoi on abandonne la RDC? Est-ce que c'est une façon pour la RDC de demander de l'aide? La RDC se sent incapable aujourd'hui de combattre seule face à ces terroristes. Est-ce que le mot djihadiste est-elle vraiment aujourd'hui
le mot qu'il faut employer aujourd'hui pour faire revendiquer nos droits aujourd'hui? C'est pas trop fort ce mot djihadiste? Est-ce que c'est pas une communication de terreur pour faire peur ou pour faire vendre? Je ne sais pas moi. Pourquoi ce mot djihadiste? Est-ce qu'on a des éléments qui prouvent que ce sont des djihadistes? Oui, d'abord, je commence par vous remercier, madame, pour je vous en prie, nous gagnons le temps, c'est votre émission. Il y a eu ce que... Il y a eu, nous, à notre niveau, on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais si, quelque part, Kinshasa arrive dans une certaine mesure, parler de djihadistes, c'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai tiré comme la première leçon, c'est un aveu d'impuissance. Et secondo, c'est un appel d'aide qui ne dit pas son nom, parce que ça ne peut pas se concevoir. Ça c'est la 4e année, que j'avais tiré la sonnette d'alarme pour dire que ce qui se passe à l'est de notre République, c'est une question essentiellement et principalement militaire. Mais malheureusement, vous ne m'avez pas compris. Et aujourd'hui, les événements me donnent raison. Moi, je me dis, quels sont nos militaires, nos fantassins, qui sont, par exemple, campés dans le Grand Kasaï, dans le Katanga, dans l'Équateur, là où il n'y a presque pas de... Vous voulez que toutes nos forces armées se focalisent ou aillent vers venir pour terminer cette situation? L'armée est faite pour briser la résistance. Ça fait longtemps qu'il y a beaucoup d'incursions. J'avais préconisé en son temps, primo, qu'on commence par ériger un mur le long des frontières posant problème. Malheureusement, il y avait un opportuniste qui avait récupéré la démarche. Parce que la guerre coûte cher. Parce que nous devons faire le calcul, le fait par Kinshasa d'ériger un mur et le fait d'accepter de supporter une guerre, qu'est-ce qui coûterait plus? C'est la guerre qui coûtera plus. Vous pensez qu'à travers ce mur, il n'y aura pas les gens... Écoutez, lorsqu'on va ériger le mur, ça ne va pas, nous n'aurons pas la sécurité zéro. Mais néanmoins, ça va minimiser. Je m'en fais pour preuve. Entre Washington et Mexico, il y a un mur de plus de 14 000 km. Entre Ankara et Sofia. Cela n'empêche pas Écoutez, on minimise. Entre-temps, on va prendre même un tiers de nos forces armées, on va les camper là-bas, et puis pour assurer la sécurité des personnes là-bas. Parce que tous ces gens-là qui opèrent là, ils doivent avoir quand même des bases arrière. De quelle manière se revêtent-ils? Non, c'est-à-dire, il faut couper d'abord la base arrière et un peu maintenant, chercher maintenant à foudroyer ou bien à mener de grandes opérations de grande envergure. Mais si on mène des actions comme si on veut ou soit on ne veut pas, là c'est bizarre. Mais entre-temps, ce sont des pertes en vie humaine. Nous revenons toujours sur le mot, parce que la toile s'est soulevée, en tout cas, Luc Mikomo, le mot djihad. C'est vrai que vous êtes spécialiste en langue française. Explicitez pour nous, djihad, ça veut dire quoi? Parce qu'on entend deux fois djihad, djihad. Est-ce que djihad, c'est un mouvement politique? Djihad, c'est un mouvement terroriste? Ça veut dire quoi, djihad? C'est plus un mouvement religieux. Le djihadisme tient à une branche de l'islamisme. On parle même de l'État islamique. Pour eux, l'État, le monde, doit être dirigé par la loi divine. La loi coranique, en fait. La loi coranique, si vous voulez. Mais les djihad ne sont même pas en odeur de sainteté avec les autres branches de l'islamisme. C'est pourquoi le djihadisme est devenu comme une branche extrémiste de l'islamisme. Une branche tueuse. Et les djihadistes peuvent être l'équivalent de Daesh, le Daesh. La Daesh, Acmi et les autres, Al-Qaïda et tout ça. Et c'est ce que les Américains ont appelé sous George Bush l'axe du mal. Si aujourd'hui, chez nous, on parle du djihadisme, du terrorisme djihadiste, je trouve ça extrêmement grave. Sur le plan communicationnel, je me pose la question, quel est le message qu'on veut donner au monde? D'abord, aux investisseurs, on veut dire que
attention, nous sommes devenus un pays djihadiste où les djihadistes peuvent frapper. Ne venez pas. Vous vous exposez à des frappes djihadistes à n'importe quel moment. Au même moment qu'on lance cet appel aux investisseurs qui ont peur de venir dans notre pays, on met en cause l'atteinte des objectifs fixés pour 2030. Il s'agit, vous vous en doutez, de Congo, un pays émergent. Donc, nous voulons dire en même temps que, attention, chez nous ici, notre préoccupation, c'est d'abord de faire face à ces frappeurs, à ces distributeurs gratuits de la mort. Donc, si vous venez ici, vous, investisseurs, vous êtes... C'est pas une façon d'appeler à l'aide, au secours aussi, parce que Mendela dit, vous nous abandonnez, la communauté internationale abandonne la RDC face à J'ose croire que c'est la même source qui a dit 36 000 fois que nous sommes un pays autonome. Nous sommes un pays indépendant. Lorsque les autres veulent dire un mot sur ce qui se passe chez nous, de quoi vous vous mêlez? Nous sommes un pays indépendant depuis voici 56 ans. Alors, ce serait un discours contradictoire face à l'affirmation de notre souveraineté et à notre soumission à quémander de l'aide. Ça se fait. Même le Cameroun a demandé de l'aide officiellement. Est-ce que le Cameroun a dit aux autres, quand le droit de l'homme ne marche pas, ils leur ont dit, taisez-vous, nous sommes un pays souverain, de quoi vous vous mêlez? Je crois que nous devons être logiques et cohérents quand nous tenons nos discours. Je pense que ce discours de djihadiste est mal tombé. Ou simplement parce que je connais plus ou moins comment communiquent les autres, simplement on voudrait dire que vous aussi vous avez des intérêts ici. Si on nous assiège, on nous frappe, vos intérêts seront également exposés. Et donc, voyez l'angle par lequel je comprends ce que vous dites, venez nous aider, venez aussi protéger vos intérêts qui sont en danger. Et moi, Izouba, prenons un autre accès, c'est la tenue des FRDC. Nous avons entendu, la société civile dire que non, la population de Béni avait alerté les autorités. Ils ont dit qu'ils avaient vu un mouvement de troupes et les gens étaient en tenue militaire des FRDC. Alors, la question que l'on se pose, comment peut-on s'acquérir les tenues des FRDC et sommes-nous tellement faibles qu'on peut même prendre nos tenues, porter et tuer? Tout ça, c'est la RDC qui incombe la responsabilité. Comment ont-ils pu obtenir ces tenues des FRDC et opérer sous la tenue des FRDC? Moi, je pense qu'il faut aussi s'acquérir de certaines enquêtes qui ont été menées bien avant, madame. Il y avait même un rapport des experts des Nations Unies qui avait mis en place un certain nombre de complicités entre quelques chefs de commandement avec le rebelle, et ce qui a été même approuvé. Mais malheureusement, il n'y a pas eu des sanctions. Selon vous, il y a une mafia au sein de l'armée où on vend des uniformes, où on vend les armes. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a déjà des complicités, c'est qu'il y a des échanges. Quelqu'un qui qui communique à tout moment les positions ou soit les mouvements de FRDC, on viendra toujours vous mettre le bâton dans le roue. Pourquoi pas vous empêcher de progresser? Je voulais un peu compléter les aspects que mon grand frère, Luc Kabongatra, a parlé tout à l'heure. On parle des aspects djihadistes, madame. Moi, je vous dis, la piste là vraiment est à écarter tout de suite. Mais peut-être que notre gouvernement a des éléments. Non, c'est faux. Non, c'est faux. Parce que les djihadistes, nous connaissons. Ils se disent être djihadistes. Ce ne sont pas des gens qui mènent leur action en cachette. Ils se dévoilent, ils ont même des vidéos. Leur mode opératoire actuellement, c'est dans le web. Ils sont dans tous les réseaux sociaux. Ils filment même leurs actions. Mais est-ce que avez-vous déjà vu une vidéo de ce qui se passe à Béni? Nulle part.
tout terroriste, monsieur le ministre, n'est pas tout djihadiste. Il ne faut pas faire cet amalgame. Alors, il y a aussi l'aspect financement. Il y a aussi l'aspect recrutement. Nous voyons même à distance comment les djihadistes lancent leur appel au recrutement. Est-ce que avez-vous déjà tombé une fois dans un appel d'offres de la part des djihadistes de Béni ou de Goma? Pas du tout. Donc, c'est que il y a une sorte de complicité, et si vraiment notre pays est souverain, c'est l'État, c'est le moment d'agir, parce que nous connaissons bien qu'il y a aussi la situation, la tension politique dans le pays. Il pourrait aussi y avoir des stratégies pour essayer un peu je dirais même de permettre à ce que l'action, ou soit je dirais l'attention de la population puisse être focalisée à ce qui se passe à Béni. Pourtant, la tension politique, si elle est résolue, tout ira presque à la normale. Nous avons aussi suivi aux concertations nationales qu'on devait parler de cette situation d'insécurité de manière récurrente dans l'est du pays, mais il n'y a pas eu de solution. Madame, vous avez même appris, nous avons tous assisté, comment est-ce que la ville de Goma a été assiégée pendant plusieurs jours, et le rebelle du M23 ont quitté la ville de Goma parce qu'il y a eu l'implication de forces de casques bleus des Nations Unies, et jusqu'à ce qu'ils se sentent repliés d'eux-mêmes, pas par une force imposante de notre armée. Cela justifie en quelque sorte ce que je suis en train de dire ici, des complicités au sein de l'armée, parce que si il y a toujours des complicités, notre armée, on va le voir faible, pourtant elle ne l'est pas. Notre armée n'est pas bien rémunérée. Notre armée et nos vaillants militaires au front n'arrivent pas à nourrir en fait leurs familles qui sont ici à Kinshasa. Quand ils reçoivent des rapports à chaque fois, et surtout le problème sociaux auxquels ils sont confrontés là-bas au front, vous savez comment ça joue sur le plan psychologique. Donc il y a une sorte d'abandon des responsabilités de la part du gouvernement. Faye Nikombeke, j'ai relevé quelque chose, le rôle des politiques dans cette histoire. On a l'impression qu'aujourd'hui, au lieu que les politiques soient unis, parce qu'on le voit ailleurs, on n'invente rien. Quand par exemple la France est touchée, eh ben, la droite, la gauche, tout le monde est derrière et tout ça. Mais chez nous, on ne sent pas l'unité des politiques face au drame de Béni. Pourquoi? Est-ce qu'au Congo, on fait de la politique? Au Congo, on ne fait pas de la politique. Au Congo, on fait de la politicaille. Quoi? Oui. Au Congo, on ne fait pas de la politique, on fait de la politicaille. Pour revenir à ce que les amis ont dit. Non, répondez à ma question. Donc, aucune unité par rapport à ce qui se passe à Goma, mais j'ai dit que les G7 plaident pour les FARDC, donc il y a quand même des positions, mais tous ne sont pas unis derrière. Est-ce qu'il y a une récupération politique derrière ces morts? Oui, je dis ceci. Vous savez, ici, on fait de la politique, c'est-à-dire on ne voit pas l'intérêt général. On fait de la politique lorsqu'on voit que c'est intérêts personnels. Mais ce sont des questions qui auraient pu unir tous les Congolais. Mais lorsque vous sentez dans le chef de certains politicailleurs, quand bien même ils peuvent faire un semblant de compatir avec les victimes, mais au finish, vous sentez toujours qu'on semble mettre, il y a toujours un séparateur entre le gouvernant et celui qui émet un point de vue. Mais ici, qu'est-ce que nous devons retenir? Effectivement, nous devons culpabiliser Kinshasa. Parce que dans un État, lorsqu'il y a des tueries quelque part, il y va de la responsabilité de l'État. Je vous ai toujours dit, on a commencé à parler des États vers la fin du XVIe siècle. Et vers le début du XVIIe siècle, il n'y avait pas d'État. Lorsqu'on créa l'État, on s'est résolu que non, l'État ne peut pas rester comme ça, qu'il faille procéder à la création des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on procédera à la création de la police et de l'armée. La police et l'armée sont là pour briser les résistances. Si aujourd'hui, Kinshasa a senti, moi là il faut le reconnaître, c'est un aveu d'échec dans les chefs de Kinshasa. Par moment, lorsqu'on cherche à ce que le casque, la MONUSCO rentre
Mais de l'autre côté, on cherche à ce que la communauté internationale leur vienne en aide. Oui, il n'est pas dit que lorsqu'un pays cherche de l'aide, il a hypothéqué son... Les États-Unis aussi ont demandé l'aide de l'Union européenne face à certaines crises. Aujourd'hui, Washington s'est maintenant décidé à frapper Tripoli. Maintenant, Washington s'est immiscé dans les affaires de la Libye, la France au Mali, même frappe maintenant aussi la Syrie. Mais il y a un problème, c'est que Kinshasa est en train de gérer, c'est la sympathie de la communauté internationale. Parce qu'on sait que non, là où il y a la présence des terroristes, là Washington ne ménage aucun effort. Parce que, vous voyez, il s'est posé un problème entre Bassad. Ne mâchons pas les mots. Lambert Mende a prononcé ces mots djihadistes pour émouvoir la communauté internationale. C'est juste s'attirer la sympathie de la communauté. Parce que là où il y a les terroristes, moi j'aimerais pas parler en termes de djihadistes. Parce que s'il vous plaît, parce que les djihadistes est une conséquence du terrorisme. Le terrorisme, c'est globalisant. C'est globalisant. Parce que de quelle manière on a commencé à parler même du terrorisme? On a commencé à parler du terrorisme pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, on appelait des kamikazes. C'est lorsque l'armée japonaise était subissée de revers face à l'armée américaine. C'est ainsi que les Japonais se sont dit, face à cette armée, on ne peut plus encore faire, qu'on était parvenu à recruter 2-3 personnes pour qu'ils arrivent au moins à infliger, au moins à toucher une cible ennemie. Mais in spécie, lorsqu'on parle déjà qu'il y avait déjà des hommes en uniforme, là, nous excluons la piste de terroriste. Parce que les avantages quand le terroriste, c'est quoi? Opérer de manière invisible. C'est un ennemi invisible dont vous ne pouvez pas repérer. C'est ça d'abord le premier atout d'un terroriste. C'est un ennemi invisible que vous ne pouvez pas repérer. Et le deuxième, lui n'a pas besoin de la mort. C'est pour cela, lorsque Lambert Mende se met à qualifier que la situation de Béni, les djihadistes sont mêlés, ils ne calculent pas les conséquences. Parce que là où il y a les touristes, personne ne peut leur arriver à leur terme. Personne ne peut leur mettre un terme en cela. Luc Mekomo, la guerre des mots, parce que c'est vrai que nous revenons, est-ce que c'est pour vendre un peu nos morts? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que, d'ailleurs on l'a suivi sur ce débat sur France 24, Béni, les morts oubliés, la guerre oubliée, est-ce une façon de susciter l'émotion de la communauté internationale? Parce que quand on dit djihad, la France tremble, les États-Unis tremblent, et leurs intérêts aussi, c'est peut-être pour ça, simplement pour émouvoir, mais les conséquences seront peut-être terribles, comme le dit Faini Kombikai, nous serons une zone rouge, la RDC deviendra une zone rouge. J'ose croire que le ministre de la Communication avait parlé sous l'emprise de l'émotion. Vu l'ampleur de mort, il est allé vite à conclure qu'il s'agissait d'un acte terroriste djihadiste. Mais moi je dis, vous avez évoqué la question des uniformes. Des uniformes sont des habits qui peuvent soit être cousus ou achetés. Ou pris sur les morts des FRDC. On peut les récupérer sur les morts. Sur les morts des FRDC. Mais je vois très mal un terroriste s'habiller en tenue d'uniforme. Pédale douce. Edmond, quand on est dans la logique de guerre, toutes les stratégies payantes sont possibles. Donc, on ne doit pas dire qu'il s'agit d'une vente d'uniformes officiels, mais on ne peut pas exclure, cela peut être possible, mais on ne peut pas exclure automatiquement que ces gens-là, ayant étudié l'uniforme ou ayant pris en captivité quelques... les FADC veulent changer leur uniforme carrément. Même s'ils ont changé, qu'est-ce qui empêcherait à tout criminel? Au moins pour que la population puisse différencier. Les criminels, plus vous développez. Je suis en train de demander... La parole est à Luc, vous allez prendre la parole. Oui. C'est peut-être une stratégie de changer d'uniforme par rapport au FRDC. Non, d'abord par rapport à l'uniforme retrouvé chez les autres. C'est une stratégie de guerre. Ils ont pensé, moi je pense que ce sont de troubles faits de rebelles qui ont soit pris des échantillons de cet uniforme-là et sont allés le faire faire, soit ils ont dû acheter des uniformes auprès des responsables militaires, irresponsables, irrévérents si vous voulez, ou alors
Ils les récupèrent sur les morts. Ils ont Sur le terrain. récupérer... Mais La poule coûte combien, madame? Je vous en prie, c'est toujours une Donc, stratégie. C'est 10 $, 15 $. Voilà, donc, on a l'argent, on a l'uniforme. Ok. De deux, vous avez dit ici que la guerre de l'Est dure depuis 4 ans. Donc, et pendant tous les 4 ans, que ma mémoire ne me trahisse point, le chef de l'État est toujours parti dans l'Est. Et juste après son départ, il y a toujours. Non quelque pas chose qui seulement se après passe. son départ. Chaque fois qu'il est là, on frappe, on tue. Lorsqu'il quitte après lui, on frappe, tue, on tue. on frappe. Et puis ce sont des coups Donc, durs, hein. Et chaque fois, ce sont des morts en dizaines. Quantité. Le message est le suivant. Pendant que vous êtes vous, chef de l'État, chef des armées congolaises, ici, à Béni, est égal à pendant que vous êtes parti. Donc, avec vous, Tout égal après vous. On continue de tuer. Donc, ce sont des défis, en principe, si vous voulez, qu'on est en train de lancer à un chef de guerre qui, autrefois, a fait ses preuves. Il a quitté l'Est même, où l'on tue aujourd'hui, jusqu'à Kinshasa, pendant 9 6 mois. C'était 6 mois. 6 mois. C'est 9 mois. 6 mois. Et il a montré que moi, je suis un guerrier et je suis capable à réduire, à l'époque, c'était l'armée de L'armée de Mobutu. Mobutu. Alors, aujourd'hui, l'unité des politiques, Exactement. vous l'avez soulevé. Évoqué aussi. Comment Je- faire pour avoir cette... Puisque la société civile de Béni propose une marche le mercredi. Je ne sais pas si l'autorité urbaine de Kinshasa va autoriser cette marche parce qu'ils ont demandé à ce que nous puissions marcher sur toute l'étendue pour soutenir quand même cette population de Goma. Est-ce une bonne initiative? Est-ce que le gouverneur Kimbuta va autoriser cette marche quand même cette fois-ci? Parce qu'aujourd'hui c'est international, qu'on le veuille ou pas, Béni est devenu la ville martyre, c'est connu. Est-ce qu'on va-t-on permettre aujourd'hui les marches sur l'étendue pour que nous puissions soutenir nos frères de Béni? Je vais embrayer sur la marche dont vous parlez. Mais j'ai suivi hier Willy Mikishi. Michiki. Willy Michiki. C'était chez vous, je crois, ou chez nos confrères de Africa TV, qui implore le chef de l'État. Voilà ce qu'il dit. Je demande au chef de l'État d'enlever les FRDC et tous, de nous laisser, il est maïmaï, hein, de nous laisser nous. Je demande 33 jours, disait-il. Je vais terminer tout ça. J'ai dit, mais dans une république de gens réfléchis, c'est vraiment se moquer. Ça, c'est du n'importe quoi. Non, C'est il a moqué. peut-être raison, il est maïmaï, il connaît peut-être Ça, les Réquois et les quoi, parce que c'est pas une guerre classique, il a peut-être raison. C'est la guérilla, madame. Oui, c'est la guérilla, mais c'est Madame. ça. Edmond Izoubal a dit, c'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Si Willy Michiki connaît les méthodes de ces guérillas, ben laissez-les peut-être dans 33 jours. Il résoudra Madame, ce problème. Pourquoi pas? la guérilla, Willy Michiki. Pourquoi la vous mettez en guérilla, doute? s'il vous plaît, la guérilla n'a pas de stratégie propre. Vous avez affaire à des ennemis invisibles. Peut-être s'il a fait ça, c'est peut-être juste pour qu'on tire attention sur lui. Pas Soyons toujours, sérieux, pas madame. Toujours. Oui, Luc. Oui, en fait, moi, franchement, je ne suis pas un croyant, j'allais dire naïf, des pratiques traditionnelles, fétichistes. Parce que, tenez bien Nico, Pierre Moulélé, il faisait croire aux villageois du Et ça Kouilou marchait, non? que nous, les Kouilou, qu'est-ce qu'il faisait simplement? Il prenait des balles blanches qu'il mettait dans le fusil. Il disait aux gens, tirez-moi. On tire tant. Il est là, il ne meurt pas. Mais vous prenez une balle, Réel. vous mettez dans le fusil, vous ouvrez le feu sur qui que ce soit, quels que soient vos fétiches, vous mourrez, monsieur. Mais c'est ça que nous verra. disons. Alors, C'est une responsabilité donc, moi, je crois exclusive que- de l'armée régulière. moi, je crois que ce que Willy Michiki aurait pu faire, il aurait pu dire, chef, faites-nous impliquer dans cette guerre. Nous allons impliquer nos méthodes. Si efficaces elles seraient, on le verrait. Si fallacieuses seraient-elles, comme j'ose croire, et on le verrait tout de suite. Mais faut-il encore que l'on demande la permission au chef
quand les habitants de chez vous, parce que lui s'est dit chef coutumier, sont en train de mourir, vous demandez la permission au chef de l'État pour défendre vos peuples. Non, effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais on le voit même avec les armées étrangères. Il y a certains coins pour bien opérer. On coopère avec les chefs traditionnels. Il y a des milices qui combattent il y a des milices pro-gouvernement et pro-rébellion. Alors, nous prenons notre angle. La marche. La marche, oui. La marche. On peut nous permettre cette marche cette fois-ci? Ça dépendra de la manière dont l'autorité à Kinshasa, parce que vous avez parlé de Kinshasa, pour nous, va concevoir la chose. Parce que l'autre fois, la lecture de Kinshasa était que ces gens veulent nous enfoncer. Ils veulent profiter d'une situation pour montrer que nous ne valons rien et que la marche allait déboucher sur un sursaut d'orgueil pour que la nation se mette debout Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort. Alors, on a dit non. Mais maintenant, s'ils ont évolué, je souligne les conditionnels, si ils ont évolué, ils liraient cela autrement. Comment autrement? Comme l'implication de toutes les couches de la nation pour le sort du pays. Ainsi donc, on allait, en ce moment-là, ou on va, en ce moment-là, conjuguer avec bonheur ce que dit notre hymne national, debout Congolais, unis par le sort, unis par l'effort. Vraiment, le dernier angle, c'est notre rôle à nous, les journalistes. J'ai suivi le député Patrick Mouyaya qui a dit on n'a pas le droit de montrer des images, parce que peut-être qu'il y a des images assez choquantes, parce que là, nous vendons encore de la terreur et tout ça. Même en France, quand il y a des morts, on ne voit pas les corps et tout ça. Et moi, je le réplique, au moins en France, on les recouvre dignement. Alors, comment nous, de la presse, devons-nous travailler sur ce sujet de Béni? Devons-nous jouer sur l'émotion? Devons-nous jouer sur les faits? Ou devons-nous demander à la population de se calmer? Quel est le rôle de la presse? Nous faisons que donner l'information, point barre. Moi, des fois, j'ai honte de parler de ma profession quand il s'agit souvent de tels problèmes. Vous voyez comment en France et dans d'autres pays, et voire même ici en Afrique, quand le journaliste se décide de parler d'une telle situation, eh bien c'est le gouvernement qui s'implique aussi. Parce que nous avons de la matière. Nous avons appris comment faire des enquêtes. Nous avons même appris comment couvrir des zones de tension. Il y a aussi des journalistes, reporters des guerres. Il y en a dans notre pays. Mais combien on subventionne la presse pour mener cette démarche? On ne va pas rester ici sur le plateau de Congo Web, commencer à parler des choses qui se passent à Béni et des fois des choses que nous ne maîtrisons pas. Exactement. Il faut arriver sur terrain. Je crois que c'est la démarche que devait mener le député Patrick Mouyaya, au lieu de le dire tout bonnement, mener cette démarche au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on subventionne la presse. Parce qu'il y a certaines guerres, en ce que je sache, qui sont des guerres en réalité médiatiques qui on vend des morts, mais en réalité qui ne sont pas de morts réelles. Mais ici, on fait face à des morts qui sont réelles. Et cette guerre, je suis sûr, si on arrive à emballer à toute la communauté internationale, parce qu'il ne s'agit pas, il ne suffit pas non plus d'utiliser le terme djihadiste pour qu'il y ait l'implication de la communauté internationale, mais il faut vendre Béni ailleurs. Il faut montrer ailleurs comment est-ce que la population est en train de souffrir correctement. Parce que, des fois, sur la diplomatie congolaise, il y a aussi des choses là à redire. Parce que depuis qu'on a commencé à tuer, on ne voit pas une implication massive de la communauté internationale sur cet aspect sécuritaire. On ne sait pas à quoi joue notre diplomatie. Vous avez même appris le pape qui a déclaré, qui a même dénoncé un silence honteux. Un silence honteux, ça dit, ça implique tout un pays. Et nous, les journalistes, nous sommes là, nous faisons de bruit qu'à Kinshasa, et nous n'arrivons même pas, nous sommes même incapables d'arriver sur les lieux des attaques et organiser même des émissions comme nous voyons sur France 24, chez les autres, on voyait même des hélicoptères, des drones caméras
pour filmer et vendre l'image de Béni, pour susciter ce qu'on appelle de l'adhésion de la communauté internationale, pour susciter même à ce qu'il y nationale, hein. ait des mesures sécuritaires sur le plan mondial, parce que je suis sûr et convaincu que s'il y a de meilleures stratégies, si tout le monde s'impliquait, cette guerre ne fera même pas une demi-heure de plus. Oui, par rapport à notre rôle, est-ce que c'est vrai qu'Edmond l'a dit, nous sommes incapables, nous, journalistes congolais, dommage de couvrir, mais quand même, nous avons des relais, hein. Edmond, ne soyons pas si pessimistes que ça. Je sais que RTVS a des relais à Goma et à Béni, mais quel est notre rôle quand même, hein? Devons-nous donner simplement les faits, ne pas en rajouter, jouer sur l'émotion, vendre Béni? Que devons-nous faire, nous, journalistes? Parce que WebPress, c'est l'émission des journalistes. Donner la vraie information. Okay. Parce que je ne connais pas un média congolais qui a un budget conséquent. Parce que pour déployer des gens sur le terrain, il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés. J'ai eu à suivre le budget de BBC. C'est 4 milliards de dollars américains. BBC. Par an. Par an. Mais n'en parlons pas avec CNN. Alors, nos médias ici, avec la manière dont nous travaillons, et moi je pense que c'est une tâche. Non, je pense que non, même si vous envoyez des reporters ou bien vous n'allez pas changer grand chose. Mais ici, nous devons inciter, enfoncer les clous. La balle se trouve dans le camp du gouvernement. Et si aujourd'hui le gouvernement aille à insinuer, à parler de djihadistes, c'est juste pour chercher l'implication de la communauté. Nous sommes à la fin. Oui, Luc, mais comment pour atterrir le rôle de la presse aujourd'hui? Devons-nous choquer la population, la communauté internationale pour vendre Béni? Moi, je pense que la presse congolaise fait autant qu'elle peut, c'est qu'elle peut. Avec ses moyens, elle arrive à donner l'information. Tu as dit à Edmond tout à l'heure que sa télévision a de correspondants sur place. Les correspondants ont ceci comme rôle, là où les journalistes de la rédaction centrale ne peuvent pas arriver, vu la rapidité de l'information, les correspondants font le relais. Congo Web a de correspondants à Goma, à Béni, ainsi de suite. Et généralement, ces correspondants qui vivent avec la population du lieu où se passent les événements, ils sont à même de nous rapporter des informations que nous qualifions de Patrick Sialoua, voilà, oui. Des confrères de l'Est. Donc, la presse fait un temps soit peu, c'est qu'elle peut. Mais quant à l'indignation de Patrick Mouyaya, je crois que dans l'optique classique, journalistiquement, on nous a dit que les images des morts, ça choque, et les images des morts émeuvent également les émotions. Donc, on peut les utiliser d'une manière ou d'une autre. Si on utilise de manière intelligente des images où on a vu dans une vidéo un homme dont on a coupé la tête, quand l'être humain voit cela, ça le choque, ça le pousse vers la défense des autres. Ça peut amener à cela aussi. Non, mais pour un instant, Nico, tu vas parler, mais pour le peuple, le populus, le peuple moyen, voilà, ces images-là peuvent tomber pendant qu'on est sur la table, peuvent tomber dans les yeux de quelqu'un qui a un cœur sensible. Donc ça peut causer du tort. Mais ça peut aussi, ça je le dis, servir de motivation vers l'action en voyant que tiens, ça c'est Nico qu'on a fait comme ça. Non, je ne veux plus me taire, je ne veux plus m'asseoir, je me mets debout et je vais au front. Que cela m'arrive, peu importe, pourvu que je défende la nation. Nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Beaucoup de guerres sont régentées par certaines conventions. Dans les conventions de Vienne, on interdit tout cela. Hein. Les conventions de Vienne interdisent même de montrer, d'exhiber les corps des militaires. Est-ce que tu peux me dire, s'il vous plaît, la culture du peuple qui dit ça? Je dis ceci, les conventions parce que chez nous en Afrique, les conventions de Vienne impliquent toutes les nations du monde. Non, moi je suis contre les nations du monde. Mais regarde, moi je suis contre le mimétisme. Bon.
Tu sais, chez nous en Afrique, Nico, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, Nico, tu sais, chez nous en Afrique, les gens qui allaient en guerre revenaient avec les cerveaux des gens qu'ils tuaient, au bout de leurs armes, de leurs flèches. Donc, du point de vue culturel, quand vous dites les conventions de Vienne sont internationales et régentes toutes les nations, je dis oui. Mais ces conventions-là ne tiennent pas non plus les spécificités. Quand vous avez l'état des droits et la démocratie, l'état des droits, c'est quoi? C'est ça l'état des droits. Nous sommes à la fin. Oui, je voulais clarifier, parce que tout à l'heure, là, j'ai parlé qu'il faudrait que le gouvernement puisse subventionner la presse, tout simplement, parce que nous n'allons pas inventer, la presse n'est pas née en République démocratique du Congo. Vous voyez comment ça se passe ailleurs, comment est-ce que de grandes éditions sont réservées et les traitements de l'information de fois changent. Il faudrait que le gouvernement mette du paquet à la presse. Nous voyons comment les journalistes de RFI se déplacent, même les journalistes qui ne sont pas sur terrain, ils se déplacent et ils viennent ici quand il y a des grands événements. C'est comme ça que ce gouvernement doit agir quand il y a des grands événements. Dépêcher les journalistes, financer les journalistes, financer le média, acheter des caméras, acheter des drones caméras qui vont travailler et pour la presse, parce que notre contribution jouera aussi sur le plan... Nous sommes à la fin. Merci. Vraiment une pensée encore à cette population meurtrie de Béni, vraiment. Sur la toile, nous tous, nous avons changé nos profils pour mettre « Je suis béni » parce que ça fait extrêmement mal de voir ces images, surtout de ces femmes violées encore. Merci encore à ces médecins. Moi, je l'appelle vraiment, c'est eux qui devaient avoir des médailles. Ces médecins qui se lèvent à 5 heures, 4 heures pour sauver ces malades, sauver des vies, faire accoucher des femmes dans des conditions inhumaines. Pour moi, ce sont ces médecins-là qui devaient avoir des médailles. Mais moi je dis en tout cas, qu'on ne devrait pas dire à tout le temps je suis béni, non, ça va devenir une chanson et que ça ne veut rien dire. Non, vraiment, nous sommes bénis. Il faut qu'on arrête, il faut que le gouvernement prenne entièrement ses responsabilités, puisqu'il dit que nous sommes un pays souverain, qu'il montre que nous sommes véritablement souverains en imposant la paix dans l'Est de la République du Congo et en restaurant une sécurité pérenne. Voilà, nous nous retrouverons, mesdames et messieurs. J'espère vraiment que les informations de la semaine prochaine seront moins tristes. Nous nous retrouverons donc le mercredi prochain. Et coup de chapeau à tous les journalistes en action. Restez en action pour sauver la RDC. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin. Donc, comme je l'ai dit, une pensée encore à la population de Béni et un gros coucou, une pensée aussi à tous ces journalistes et surtout aux journalistes de Journalistes en Action. Comme je l'ai dit, nous sommes en action pour la RDC.